Merci pour tout, tante. Maintenant, s'il vous plaît, sors de ma maison et ne reviens jamais. Je n'ai plus besoin de toi. La voix de Mariana était froide comme le marbre. Elle tenait encore le stylo à la main, avec lequel elle avait signé la cession de propriété, quand elle a prononcé ces mots. Les feuilles encore humides d'encre reposaient sur la table, scellant la trahison la plus brutale que j'ai jamais vécue. Mes mains tremblaient en tenant ce contrat. Avec lui, j'avais livré à Mariana, la nièce que j'ai élevée comme une fille. Tout ce pourquoi j'ai travaillé pendant presque cette décennie. L'avocat s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Il a mis les sceaux et les documents dans son porte-documents à la hâte, comme si s'échapper de la scène pouvait effacer ce qu'il venait de voir. Je suis restée là, debout, la gorge sèche et la poitrine palpitant violemment. Mariana ne me jetait même pas un regard. Elle marchait dans la salle en examinant chaque objet, comme si c'était la première fois qu'elle mettait les pieds dans cette maison, comme si j'étais une intruse dans sa flambant neuve propriété. Tout sentait comme toujours, le café du matin et les fleurs que j'avais l'habitude de planter au printemps. Ces murs avaient vu Mariana grandir depuis qu'elle était une enfant aux cheveux sombres et à la voix aiguë, courant pieds nus dans le couloir. Et maintenant, ces mêmes murs étaient témoins de comment elle me mettait à la rue avec un sourire coupant comme du verre. Je me suis approchée de l'étagère où reposait encore une photo de son père, Julian. Il est mort quand Mariana avait 13 ans. Depuis lors, j'ai travaillé à double quart dans l'usine de conserve. Je n'ai jamais permis qu'il lui manque quoi que ce soit, bonne école, vêtements, nourriture. Tout. Mes doigts ont effleuré le cadre couvert de poussière. Julian m'aurait défendu. Lui, il lui aurait dit ses vérités. Mariana s'est tournée vers moi, les bras croisés, et avec ses yeux sombres qu'elle avait hérités de son père, elle m'a regardé avec un dédain qui m'a percé l'âme. Elle avait 36 ans, et elle venait de démontrer que tout l'amour, le sacrifice et le dévouement que je lui ai donné pendant des décennies ne signifiaient rien pour elle. La cuisine où j'ai préparé ses soupes préférées lui appartenait désormais. Le jardin où je lui ai appris à tailler les roses, aussi. Même la chambre où je lui ai mis des compresses quand elle avait de la fièvre. Tout lui appartenait. Et moi, une simple ombre rejetée de ma propre vie. J'ai pris mon sac à main sur le canapé. Ce même canapé que j'ai acheté quand Mariana a emmené un garçon dîner pour la première fois. Je me suis souvenu de comment je me suis assise à côté d'elle cette nuit-là, lui donnant des conseils sur l'amour, sur la confiance, sur le respect de soi. Maintenant, ce même meuble était le théâtre de mon humiliation. J'ai avancé vers la porte. Chaque pas sur le plancher de bois, posé à la main par Julian et par moi il y a plus de 30 ans, résonnait comme des coups de marteau. Mariana me suivait, non pas pour dire au revoir, mais pour s'assurer que je partais réellement. Comme si j'étais un chien errant qu'il fallait chasser à coups de pied. J'ai posé la main sur la poignée de la porte. La même par laquelle je suis entrée tant de fois avec des sacs de courses, des médicaments, des cadeaux. Je me suis retournée une dernière fois. Mariana était toujours là, plantée dans le cadre de la cuisine. Pas la moindre trace de remords. Pas une étincelle de la fillette qui avait l'habitude de me prendre dans ses bras avant de dormir. Je suis sortie. À l'instant, j'ai entendu le clic du verrou derrière moi. Ce fut un son sec, définitif. Comme si une tombe se fermait. La tombe de toute une vie. Le soleil de l'après-midi frappait fort, mais je ne sentais que du froid. Un froid qui venait de l'intérieur, qui me pénétrait jusqu'aux os. J'ai commencé à marcher sur les trottoirs du quartier où j'ai vécu pendant plus de 45 ans. Je sentais que je flottais, comme si je n'appartenais plus à cet endroit désormais. Certains voisins me saluaient depuis leur porche, sans savoir que je n'avais plus de toit du tout. Que la femme qu'ils connaissaient depuis des décennies était maintenant une paria, exilée par la personne que j'avais aimée le plus. Depuis sa fenêtre, Donia Letty m'a fait signe d'approcher, mais je n'avais pas la force de répondre. Elle ne savait pas que ce qui venait de se produire m'avait arraché de l'âme ma place dans ce monde. J'ai continué à marcher sans but précis. J'ai fini dans le vieux parc où j'emmenais Mariana quand elle était enfant. Les balançoires étaient toujours là, rouillés par le temps, mais solides. Je me suis assise sur le banc où tant de fois je suis restée des heures à l'observer jouer, à la consoler quand elle s'écorchait les genoux, à lui promettre que je serais toujours là. Le vent agitait les branches des arbres avec un murmure qui semblait me parler, est-ce que ça en valait la peine? Ne l'as-tu pas vu venir? Comme si les arbres savaient la vérité avant moi. Une mère poussait son bébé dans la même balançoire qu'a utilisée Mariana. J'ai dû regarder ailleurs. Cette scène, si innocente, m'a déchirée. Parce que cette mère ne savait pas encore qu'un jour ce même bébé pourrait la regarder avec haine et la chasser de sa vie comme si elle était un fardeau. L'après-midi a cédé sa place à la nuit. Les lumières du parc se sont allumées, mais je ne pouvais plus bouger. Pour la première fois de toute mon existence, je n'avais plus nulle part où aller. Je n'avais pas de lit, ni d'endroit pour réchauffer un dîner.
Seulement le banc froid sous moi et le silence de n'appartenir à aucun endroit. Quand mes jambes n'ont plus supporté, je me suis levée difficilement. Le corps me pesait comme si je portais une montagne entière. Je me suis dirigée vers la gare routière, le seul endroit ouvert 24 heures sur 24. Là, les sans-abri avaient l'habitude de se réfugier, et cette fois, j'en étais une. Pendant que je marchais, les souvenirs m'assaillaient sans pitié. Mariana, à 5 ans, me réveillant à cause d'un mauvais cauchemar. Je l'ai emmenée dans mon lit, j'ai caressé ses cheveux jusqu'à ce qu'elle s'endorme accrochée à mon chemisier. « Tante, promets-tu que tu ne me laisseras jamais seule ?» m'avait-elle murmuré alors. Et moi, naïve, je lui ai promis monts et merveilles. Quelle ironie. La gare routière avait une odeur épaisse, mélange d'humidité, de fatigue humaine et de tristesse. Les bancs métalliques étaient froids au toucher. Autour de moi, quelques silhouettes dormaient sur des cartons, avec des couvertures faites de vêtements sales ou de journaux. Une jeune femme tenait un bébé endormi, tandis qu'elle murmurait sa demande d'aide aux quelques passagers qui attendaient l'autobus de minuit. Je me suis assise avec soin à une extrémité. J'ai serré mon sac contre ma poitrine, comme si c'était la dernière chose qui m'appartienne. À l'intérieur, j'avais ma carte d'identité, quelques billets froissés et une photographie jaunie de Mariana lors de sa remise de diplôme. Cette image qui avant me remplissait de fierté semblait maintenant être une moquerie cruelle. Le sourire de Mariana sur la photo ne me transmettait plus d'espoir, mais plutôt de la déception. Comment quelqu'un que tu as soigné avec tant d'amour pouvait-il arriver à te traiter avec un tel mépris? Un garde de sécurité au visage jeune et aux gestes durcis s'est approché, avec une expression méfiante. Il m'a regardé des pieds à la tête, évaluant s'il devait me chasser ou pas. « Madame, ce n'est pas un refuge ici. Si vous n'allez pas prendre d'autobus, vous ne pouvez rester ici. » J'ai essayé de lui expliquer, bien que ma voix se brisât à chaque mot. Je lui ai dit que je n'avais plus nulle part où aller. Que ma nièce, la fille que j'ai élevée, m'avait mise à la rue. Il a froncé les lèvres avec agacement, comme celui qui écoute une excuse répétée 1000 fois. Écoutez, ce ne sont pas moi qui fais les règles. Mais à quelques pâtés de maison, il y a un refuge pour femmes sans abri. Allez-y si vous avez besoin de passer la nuit. Sans foyer. Ce mot m'a frappé comme une pierre dans la poitrine. Moi qui ai travaillé toute ma vie. Moi qui ai bâti une maison de mes mains. Maintenant, j'étais étiquetée comme une indigente. Comme une étrangère, sans famille. Un fardeau pour le monde entier. Je suis sortie du terminal en marchant lentement. Les rues étaient presque vides, à peine éclairées par de vieux lampadaires qui projetaient de longues ombres sur les trottoirs fissurés. Chaque coin sombre me semblait dangereux. Chaque son lointain, une menace. Mais je n'avais pas d'autre option. Après presque une demi-heure de marche, j'ai trouvé l'auberge. Un bâtiment gris, à la peinture écaillée et à la porte métallique rouillée. Une file de personnes attendait pour entrer. Des hommes qui empestaient l'alcool, des femmes au regard perdu, des enfants déchaussés agrippés aux jambes de leur mère. Je me suis mise à la fin de la file, en me sentant déplacée. Je n'étais pas comme eux, me répétais-je, même si je savais que cela n'importait plus. Devant moi, une femme âgée, à la peau tannée et à la robe usée, s'est retournée et m'a souri en montrant les quelques dents qui lui restaient. « Première fois ici, n'est-ce pas, madame ? Ça se voit sur votre visage. » Nous arrivons tous avec ce même regard au début. J'ai acquiescé en silence. Je n'avais pas de mots. La gorge se serrait comme si mon corps essayait de m'empêcher de parler et de me briser. Elle a posé une main sur mon épaule avec une tendresse inattendue. « Ne vous inquiétez pas. On s'y habitue. Au début, ça fait mal, mais après le cœur devient de pierre. C'est la seule façon de survivre quand ceux qu'on aime le plus vous tournent le dos. » Ces paroles m'ont transpercé comme des lames. Parce que dans ses yeux, j'ai vu le même vide que je ressentais. Le trou que laisse une trahison familiale. La file a avancé peu à peu. Quand mon tour est arrivé, une femme en habit et à lunettes épaisses m'a demandé mes informations. Nom complet ? A-t-elle demandé d'une voix neutre. Amalia Herrera. Âge ? 69. Domicile actuel ? Sans domicile fixe. Ces 3 mots sont restés écrits à l'encre noire dans son cahier. Et avec ça, ma vie a officiellement basculé. De femme respectable avec une maison propre, à invisible. On m'a attribué un matelas dans l'aile féminine du refuge. Une pièce ample, pleine de lits de fortune avec des couvertures de différentes couleurs. Quelques femmes dormaient déjà, d'autres murmuraient à voix basse ou pleuraient en silence. L'air était chargé d'une odeur lourde de désespoir. Je me suis allongée sur mon matelas, encore habillée, en serrant mon sac comme s'il pouvait me protéger de tout. J'ai regardé le plafond, couvert de taches d'humidité qui se déformaient comme des visages fantomatiques. Les murs écaillés murmuraient des histoires d'abandon, de vies brisées.
Une goutte d'eau tombait, à intervalles réguliers, sur le sol près de ma tête. Plonk, plonk. Le son semblait marquer le temps qui commençait à s'arrêter. À mon côté, une femme touchait avec force. À l'autre extrémité, quelqu'un pleurait en silence. Je me suis assise, incapable de dormir. L'angoisse était un nœud dans l'estomac, un poids sur la poitrine. Alors, la femme édentée, la même de la rangée, s'est assise à mon côté. Vous ne pouvez pas dormir, n'est-ce pas? Le premier jour est le plus dur. Mais après, on apprend à éteindre les sentiments, comme s'ils étaient une lampe. Ma nièce m'a jeté, dis-je d'une voix tremblante. J'ai signé les papiers pour lui laisser ma maison, et dès que je l'ai fait, elle m'a demandé de partir. Elle rit amèrement. Un rire sec, ressemblant plus à un aboiement. Bien sûr que je ne m'y attendais pas. Personne ne s'attend à ce qu'on lui plante un couteau dans le dos. Et encore moins quand ça vient de quelqu'un qu'on a porté dans ses bras. Je suis restée silencieuse, en l'écoutant. Mon fils m'a internée dans une maison de retraite et a gardé ma pension. Quand je m'en suis rendu compte, il était trop tard. Il n'est jamais revenu me chercher. Il ne m'apporte que des bonbons bon marché pour faire croire qu'il me rend visite. Mais je connais la vérité. J.I. avalé ma salive. Je ne savais pas quoi dire. Cela faisait 3 ans que cette femme était dans la rue, dans des refuges, survivant. 3 ans transformés en l'ombre de ce qu'elle était. Et tout ça, par la faute de son propre fils. La nuit passa lentement. Quand le ciel a commencé à s'éclaircir, nous avons fait la queue pour le petit déjeuner. Un morceau de pain dur, un café clairsemé, et un fruit abîmé. J'ai mangé sans appétit, seulement par nécessité. Après, je suis sortie dans la rue sans direction précise. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas d'obligation. Ni qui soigner. Ni pour qui vivre. J'ai marché dans le centre-ville, pendant que la ville se réveillait. Les vendeurs levaient leurs rideaux. Les employés de bureau marchaient avec hâte. Les étudiants, avec des sacs à dos, se dirigeaient au collège. Tous avaient une destination. Sauf moi. Je me suis arrêtée face à une église. La même où Mariana a été baptisée. Les cloches sonnaient pour la messe de 7 heures. Je suis entrée en cherchant la paix, la consolation, des réponses. Le lieu était presque vide. Seulement quelques vieilles femmes récitaient le rosaire sur les bancs avant. Je me suis assise au fond, le regard fixé sur le crucifix. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Me suis-je demandé. À quel moment l'amour que je lui ai donné est-il devenu un fardeau? Le père Sébastien, un homme au visage paisible et aux mains fermes, s'approcha lentement. Il m'a reconnu aussitôt, même si cela faisait longtemps qu'il ne m'avait pas vue à l'église. Amalia, quel plaisir de vous voir ici si tôt. Comment va Mariana? La question m'a transpercée comme un pieu. Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Je ne savais pas comment lui dire que la fille qu'il avait baptisée m'avait jetée à la rue comme une inconnue. Elle est bien, père. Très occupée par le travail, répondis-je, mentant avec un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Il acquiesca chaleurosement. J'ai toujours su qu'elle irait loin. Tu as été une mère formidable, Amalia. Tu dois être très fière. Fier. Ce mot me sembla lointain. Pendant des années, je l'ai été. Fière de chaque réussite, de chaque pas que Mariana faisait. Mais maintenant, la seule chose que je ressentais était un vide, une blessure non cicatrisée. J'ai acquiescé en silence. Je n'avais pas la force de discuter l'image que tous avaient d'elle. J'ai laissé le père Sébastien s'éloigner pendant qu'il bénissait d'autres paroissiennes. Je suis restée sur le banc longtemps après la fin de la messe. Quand je suis finalement sortie, le soleil était déjà haut et la chaleur commençait à être désagréable. Mes vêtements sentaient le renfermer, l'abandon. Mes cheveux étaient emmêlés et mon visage reflétait mes nuits blanches. Je suis passée devant la vitrine d'un magasin et me suis vue refléter. Je n'ai pas reconnu la femme qui me renvoyait mon regard. Elle ressemblait à une ombre, une silhouette vaincue, avec des yeux éteints et un visage marqué par la tristesse. Ce n'était pas l'Amalia que je connaissais. Ce n'était pas la femme forte qui avait travaillé des journées doubles pour élever Mariana. C'était une coquille vide. J'ai continué à marcher comme une somnambule, jusqu'à arriver au café où Mariana et moi avions l'habitude de prendre le petit déjeuner le samedi, quand elle était adolescente. Nous nous asseyions près de la fenêtre, partagions des toasts et parlions de ses amis, de l'université, de ses rêves. À travers la vitre, j'ai vu une scène qui m'a obligée à m'arrêter, une jeune mère avec sa fille de 5 ans. La fillette avait le visage taché de confiture et riait pendant que sa mère lui nettoyait les joues. J'ai senti un nœud à la gorge. Cette femme ne savait pas encore qu'un jour sa fille pourrait se transformer en son bourreau. Une voix familière m'a fait me retourner. Tante Amalia, que fais-tu ici si tôt? C'était Lucia,
la fille de Mariana. Elle avait 19 ans et avait toujours été différente de sa mère. Douce, empathique, avec la même lueur dans les yeux que Julian avait. Bonjour, ma chérie. Juste, je me promenais un peu. Lucia fronça les sourcils. Tu vas bien? Tu as l'air bizarre. Où as-tu dormi la nuit dernière? Je n'ai pas pu lui mentir. Lucia était la seule personne qui me regardait encore avec un amour véritablement sincère. Je lui ai raconté tout. Depuis la signature du transfert de la maison jusqu'à notre nuit dans l'auberge. Chaque détail. Chaque larme. Lucia m'a embrassée aussitôt. Je me suis accrochée à son corps mince, ressentant cette chaleur humaine dont j'avais tant besoin. Ce n'est pas possible. Maman ne peut pas. Elle n'a pas pu te faire ça. Il doit y avoir un malentendu, a-t-elle murmuré. J'ai doucement nié avec la tête. Il n'y en a pas, ma chérie. Elle a été claire. Elle m'a dit de partir. Qu'elle n'avait plus besoin de moi. Lucia m'a regardée avec les yeux humides. Viens avec moi. Nous allons parler avec elle tout de suite. Et ainsi fut fait. Nous avons marché ensemble jusqu'à la maison, qui était autrefois mon foyer. Lucia ne me lâchait pas le bras, et pour la première fois depuis cet après-midi terrible, j'ai senti que je n'étais plus complètement seule. Nous sommes arrivés à la porte, et Lucia a frappé fort. Mariana a ouvert, agacée, mais son visage a changé en voyant sa fille. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas être à l'université. »« Nous devons parler, » a dit Lucia, entrant sans attendre l'invitation. « Comment as-tu pu chasser ma tante de sa propre maison? » Depuis le trottoir, j'entendais la discussion à l'intérieur. Mariana a répondu d'une voix sèche. « Ce n'est plus sa maison. Elle est à moi. Et je décide qui entre et qui n'y entre pas. » Lucia a crié avec rage. Cette maison était la sienne. Elle te l'a donnée par amour, pas pour que tu la chasses comme si elle était une nuisance. Cette femme m'a manipulée toute ma vie. A répondu Mariana. Elle m'a fait signer ça pour s'assurer que je lui devais éternellement. J'en ai assez. Les mots se frayaient un chemin par les fenêtres comme des lames. Elle me traitait de manipulatrice. Un parasite. C'est ainsi qu'elle me voyait désormais. C'est ainsi qu'elle justifiait toute sa cruauté. Lucia est sortie de la maison furieuse, les joues rouges. Je ne comprends pas. Elle dit qu'elle n'en peut plus. Que tu lui as toujours causé des problèmes. Quels problèmes, tante? Lui avoir donné une vie digne et décente? Avoir été là quand tous les autres sont partis? Je l'ai prise par les mains. Ça n'importe pas, mon amour. Elle a le droit de vivre sa vie. Théoï, en revanche, tu dois faire la tienne. Lucia m'a regardée comme si je venais de dire le pire blasphème. Non. Théoï, tu viens avec moi. Tu ne peux pas vivre dans la rue. J'ai un petit appartement près de l'université. Tu resteras avec moi. Sa générosité m'a fait pleurer. Je ne voulais pas être un fardeau. Je ne voulais pas lui ruiner la vie comme, selon Mariana, je lui avais ruiné la sienne. Non, Lucia. Tu dois étudier. Je suis une vieille. Je ne veux pas interrompre ton futur. Tu n'es pas un fardeau. Tu es ma famille. La seule qui m'a aimée en vérité. Je me suis rendue devant son embrassade. Je ne pouvais pas la rejeter. Elle n'était pas comme sa mère. Lucia croyait encore dans l'amour. Nous sommes montés dans sa voiture, vieille mais propre. Elle l'avait achetée avec ses économies en travaillant comme serveuse les fins de semaine. Pendant que nous nous éloignions, j'ai regardé dans le rétroviseur. Mariana était à la fenêtre. Son expression ne montrait ni tristesse ni doute. Seulement un soulagement. Comme si finalement elle s'était libérée d'une nuisance. L'appartement de Lucia était petit, mais accueillant. Une salle avec un sofa moelleux, une cuisinette ordonnée, une salle de bain modeste et une chambre décorée avec des posters et des plantes dans des pots de fleurs recyclés. Ça sentait l'encens et le café fraîchement moulu, un mélange chaleureux qui m'a enveloppée comme une embrassade. Grand-mère, dors dans mon lit. Moi, je reste sur le sofa, m'a dit Lucia, décidée. Pas question, ma chérie. Je ne vais pas t'enlever ton espace. Le sofa est bien pour moi. Lucia a insisté, mais j'ai été ferme. J'avais déjà causé suffisamment de remue-ménage. Je ne pensais pas non plus la dépouiller de son repos. Je me suis assise sur le sofa et j'ai observé l'entourage. Les murs étaient couverts de photographies. Dans beaucoup d'entre elles, nous apparaissions toutes les deux. Lucia petite fille sur mes genoux, courant dans mon jardin, soufflant les bougies d'anniversaire pendant que je l'embrassais. Il n'y en avait aucune où Mariana était avec moi. Et alors je l'ai compris. Mariana n'avait jamais été réellement présente. En revanche, moi, oui. J'avais été la figure constante, celle qui cuisinait, celle qui écoutait,
celle qui consolait. Lucia a préparé du café. Pendant ce temps, je suis restée silencieuse, à ressasser les derniers jours. Elle m'a tendu une tasse fumante et s'est assise près de moi. Grand-mère, dis-moi la vérité, je t'en prie. Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec maman? Cela n'a pas pu commencer de rien du tout. J'ai pris une gorgée de café et j'ai respiré profondément. Ta mère a commencé à changer après sa séparation d'avec ton père. Elle est devenue plus distante. Froid. Comme si j'étais la coupable de tout le mal qui lui arrivait. Elle a commencé à me critiquer pour tout. La nourriture, le ménage, même ma façon de m'habiller. Quand tu étais là, elle se comportait bien. Mais quand nous étions seuls, c'était une autre personne. Lucia écoutait attentivement, sans m'interrompre. L'année dernière, elle m'a demandé de mettre la maison à son nom. Elle a dit qu'elle avait des problèmes économiques, que ce n'était qu'une formalité pour demander un prêt. Elle m'a promis que je continuerais à vivre là. Que rien n'allait changer. Mais tout était un mensonge. La colère contenue dans les yeux de Lucia était évidente. Elle s'est levée et a commencé à marcher de long en large. Cela ne va pas en rester là. Nous allons parler à un avocat. Nous allons récupérer ta maison. Ces paroles m'ont émue, mais m'ont aussi fait peur. Je ne voulais pas que Lucia se brouille avec sa mère à cause de moi. Je ne veux pas que tu aies des problèmes avec Mariana, lui dis-je doucement. Elle reste ta mère. Et je ne suis pas ta famille, moi aussi? Répliqua-t-elle. Elle n'a jamais vraiment été là. Tu es as a levy. Tu étais là quand papa nous a quittés. Tu m'as appris à marcher dans le monde. Tu es ma vraie mère, et je ne vais pas te laisser seule. Je l'ai serrée fort dans mes bras. La douleur que nous partagions nous unissait encore plus. Nous sommes ensemble là-dedans, murmurai-je. Ce même après-midi, Lucia m'a emmenée au centre juridique d'aide aux citoyens. Nous sommes entrés dans un petit cabinet avec un panneau discret à l'entrée. La réceptionniste nous a accueillis avec gentillesse, et après une brève attente, nous avons été reçus par un avocat nommé Elias Navarro. Un homme d'une 50aine d'années, sérieux mais cordial. Il a écouté mon histoire avec attention, sans interrompre, notant chaque détail dans un cahier. Madame Herrera, dit-il en terminant, les cas comme le vôtre sont plus courants que je ne le souhaiterais. Des enfants ou des membres de la famille qui profitent des personnes âgées par des tromperies. Nous pouvons essayer de contester l'acte si nous parvenons à démontrer qu'il y a eu manipulation ou coercition émotionnelle. Et si nous n'avons pas de copie des documents? Mariana a tout gardé, ai-je demandé. Ne vous inquiétez pas. Nous pouvons demander des copies officielles au registre. L'important est de réunir des preuves concrètes. A-t-il des témoins? Des voisins qui ont été témoins de maltraitance? Je me suis souvenu de mon ancienne amie et voisine, Clara Baeza. Et aussi de Don Ernesto, qui me saluait toujours depuis son porche et m'a demandé une fois, inquiet, si tout allait bien chez moi. Oui. Il se peut qu'il y ait des gens qui veulent m'aider. Nous sommes sortis du bureau, avec un mélange d'espoir et d'anxiété. Lucia était enthousiaste, avec des idées sur la façon d'avancer. Mais je connaissais bien Mariana. Elle n'allait pas abandonner sans se battre. Cette nuit-là, pendant que Lucia étudiait à son bureau, je suis restée sur le canapé, à regarder le plafond. Quelque chose avait changé en moi. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti une petite flamme d'espoir. Je me suis levée et j'ai cherché du papier et un stylo. J'avais besoin d'écrire, de laisser sortir ce qui me brûlait à l'intérieur. Je mérite mieux que ça. Ces mots ont ouvert une vanne. J'ai commencé à écrire sans m'arrêter. Sur la douleur, la trahison, la honte, l'abandon. Mais aussi sur la force que je commençais à redécouvrir. Sur la valeur d'une vie vécue avec effort. Sur la dignité que je méritais. Je n'ai plus besoin de permission pour recommencer. Cette phrase m'a surprise. À 69 ans, j'envisageais de me reconstruire à partir de zéro. Et grâce à Lucia, j'avais une opportunité. Je me suis approchée de son lit. Elle dormait profondément, avec ses notes encore ouvertes à côté de l'oreiller. Je l'ai observée avec tendresse. Elle m'avait ouvert sa maison, son cœur, sa vie. C'était pour elle, et pour moi, que je devais résister. Je devais démontrer à Mariana que je n'étais pas un fardeau. Que je n'étais pas la femme soumise qu'elle avait décidé de piétiner. J'ai gardé le papier plié dans mon sac. Ce serait mon bouclier. Mon souvenir dans les jours difficiles. Ma déclaration que j'avais encore de la valeur. Les jours suivants se sont déroulés dans une routine étrange, mais tranquillisante. Lucia partait tôt pour l'université, et je restais dans son petit appartement, redécouvrant ce que signifiait avoir du silence, de la liberté et du temps. Les matins étaient les plus durs. Avec autant d'espace pour penser, la douleur revenait comme une visite ponctuelle.
Mais aussi, dans ce silence, a commencé à apparaître quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Un soulagement. Je n'avais pas à marcher avec précaution pour ne pas déranger Mariana. Je n'avais pas à supporter ses critiques sur la façon dont je m'habillais, cuisinais ou respirais. Je ne devais pas faire semblant que ces affronts ne me blessaient pas. Pour la première fois depuis longtemps, je pouvais être moi. Le mercredi matin, l'avocat Navarro nous a appelés. Son ton était tendu. J'ai besoin que vous veniez dès que possible. Il y a quelque chose d'important que vous devez voir. Lucia a quitté ses cours pour m'accompagner. J'allais en silence pendant tout le trajet, avec la sensation que quelque chose était sur le point de se briser à nouveau. En arrivant, Elias nous a fait entrer dans son bureau. Sur son bureau, il y avait un dossier ouvert. Il nous a montré une feuille et a parlé d'une voix grave. Votre nièce n'a pas seulement transféré la maison à son nom. Elle a aussi signé un document qui dit que vous lui devez une somme considérable au titre de l'entretien, des soins médicaux et du logement pendant les 5 dernières années. Lucia a blâmé. Quoi? C'est un mensonge. Il m'a montré cette feuille. Ma supposée signature était là, sur un texte qui affirmait que je devais à Mariana 120 000 pesos. Je n'ai pas signé ça, dis-je d'une voix tremblante. Je n'ai jamais vu ce document. L'avocat a acquiescé. Je le sais. Mais prouver une falsification de signature demande du temps et de l'argent. Votre nièce s'est très bien couverte. Nous sommes sortis du bureau, vaincus. Mariana était allée plus loin que ce que nous imaginions. Non seulement elle m'avait enlevé ma maison. Maintenant, elle disait que j'étais endettée envers elle. Grand-mère, nous ne pouvons pas nous rendre, dit Lucia pendant que nous descendions l'escalier. C'est une fraude, et il faut le prouver. Je l'ai regardée avec admiration, mais aussi avec crainte. Ma petite fille était en train de dépenser son énergie, son argent, son temps, tout pour moi. Je ne pouvais pas permettre qu'elle détruise sa vie comme Mariana disait que j'avais détruit la sienne. Cet après-midi-là, j'ai pris une décision. Je suis allée rendre visite à Clara Baeza, mon ancienne voisine. Elle vivait à quelques pâtés de maison de ce qui avait été ma maison. Quand j'ai ouvert la grille et frappé à sa porte, Clara est apparue avec un sourire surpris, mais chaleureux. Amalia. Mon Dieu, quel bonheur de te voir. Entre, je t'en prie. Sa maison sentait la cannelle et la camomille. Je me suis assise sur le sofa où nous avions partagé tant d'après-midi. Je lui ai tout raconté. Chaque détail. Ses yeux se sont remplis de colère. Cette fille mal élevée. J'ai toujours su qu'elle ne te traitait pas bien. La façon dont elle te parlait quand elle pensait que personne ne l'entendait. Je me souviens d'une fois où elle t'a jeté une assiette par terre parce qu'elle disait que la soupe était insipide. Ce fut cruel, Amalia. Très cruel. Je suis restée silencieuse, émue. J'avais essayé d'occulter les abus de Mariana pendant des années. Mais Clara, elle, les avait vus. Serais-tu prête à témoigner? Bien sûr que oui, a-t-elle répondu sans hésiter. Et je ne suis pas la seule. Don Ernesto, Dona Silvia. Tous, nous avons remarqué ce changement. Ton silence nous inquiétait. Je suis sortie de sa maison le cœur plus léger. Je n'étais pas aussi seule que je le pensais. Il y avait des gens qui m'avaient vu souffrir et voulaient maintenant m'aider. Cette nuit-là, j'ai appelé l'avocat Navarro pour parler des témoins. Sa voix a semblé plus optimiste. Cela change la donne, Madame Herrera. Si nous parvenons à prouver un schéma de maltraitance psychologique, nous pourrons alléguer une contrainte. L'écriture pourrait être contestée. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti que l'espoir n'était pas un vain caprice. Lucia est arrivée plus tard avec un sac de nourriture chinoise et un sourire forcé. Grand-mère, j'ai des nouvelles. J'ai parlé avec des camarades de ma promotion, et ils m'ont dit qu'il existe des organisations qui aident légalement les personnes âgées dans les cas d'abus familial. Ils peuvent nous orienter. Nous avons dîné en silence, chacune piégée dans ses pensées. Pendant que Lucia repassait ses notes, je suis retournée écrire dans mon cahier. Cette fois, les mots sont sortis fermes. Le jour approche où ils cesseront de me sous-estimer. Cette phrase, je l'ai soulignée plusieurs fois. C'était ma promesse. Un cri contre la résignation. Un rappel que je n'allais plus jamais permettre qu'on me fasse taire. Je me suis approchée de la fenêtre de l'appartement. Dehors, les lumières de la ville scintillaient comme des milliers de vies qui continuaient à se battre. J'étais l'une d'entre elles. Une femme de presque 70 ans, oui. Mais pas une femme vaincue. Lucia s'est approchée en silence et m'a embrassée par derrière. À quoi penses-tu, grand-mère? À ton grand-père Julien. Au fait qu'il serait fier de toi. De la façon dont tu me défends alors que ta mère m'a tourné le dos. Et il serait fier de toi aussi, répondit-elle avec douceur. Parce que tu n'as pas abandonné.
Parce que tu te bats pour ce qui est juste. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que les nuits précédentes. J'ai rêvé de Julian, de son rire, de ses conseils. J'ai rêvé de Mariana enfant, avant que le monde ne la rende dure. Et j'ai rêvé de moi-même, forte, digne, décidée. Au réveil, j'ai su que quelque chose avait changé. Je n'étais plus seulement une victime. J'étais une femme qui avait décidé de lutter. Même si cela faisait mal. Même si cela me laissait des cicatrices. J'ai pris mon cahier et j'ai écrit. Je ne suis pas venue pour me venger. Je suis venue récupérer ce qui m'appartient. Parce que je ne cherchais pas à punir Mariana. Je voulais seulement ce qui était mien. Ma dignité. Mon histoire. Mon droit de vivre en paix. Le vendredi suivant, Lucia et moi sommes allés au bureau de protection des aînés, une institution recommandée par un de ses professeurs de droit. C'était un bâtiment discret, avec des affiches sur les murs qui parlaient des droits, de l'abandon et de la manière de dénoncer la maltraitance familiale. Nous avons été reçus par Natalia Riva, une travailleuse sociale au visage serein et à la voix ferme. Elle nous a emmenés dans son bureau et m'a écouté attentivement pendant que je racontais ce qui s'était passé. Elle n'a pas interrompu une seule fois. Elle se contentait d'acquiescer, de prendre des notes et de me regarder avec ses yeux qui transmettaient quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. De la compréhension. Sonora Herrera, dit-elle enfin, votre cas n'est pas isolé. Nous voyons cela fréquemment, des personnes âgées qui sont manipulées émotionnellement ou financièrement par des membres de leur famille. L'important, c'est que vous soyez ici maintenant. Et que vous vouliez agir. Ces paroles m'ont fait me sentir moins seule. Je n'étais pas une exagératrice. Je ne perdais pas la tête. Ce qui m'était arrivé avait un nom, abus économique et psychologique. Elle m'a remis un formulaire détaillé. Des questions sur ma vie avec Mariana, mon état émotionnel, mes ressources économiques avant et après la cession de la maison. J'ai répondu à tout du mieux que j'ai pu. Chaque réponse était une blessure qui se remettait à saigner. Je me suis souvenu de la fois où Mariana m'a crié dessus devant Lucia parce que j'avais trop fait cuire le riz. Je me suis souvenu quand elle m'a interdit d'utiliser la salle de bain principale parce qu'elle disait que je la laissais sale. Je me suis souvenu des nuits où j'ai pleuré en silence après un dîner tendu. Lucia, assise à mes côtés, a remarqué que mes mains tremblaient pendant que j'écrivais. Ça va, grand-maman? Oui, chérie. Je ne fais que revivre des choses que je préférais oublier. Natalia a ramassé les formulaires, les a lus avec une rapidité professionnelle et a acquiescé. Avec cela et les témoignages de vos voisins, nous pouvons déposer une plainte officielle. Je ne vais pas vous mentir, ce sera un long processus. Mais vous avez de réelles chances de récupérer une partie de ce que vous avez perdu. En sortant du bureau, Lucia m'a pris par le bras. Je suis très fière de toi, grand-mère. Tu es plus courageuse que tu ne l'imagines. Ces paroles m'ont réchauffé de l'intérieur. Il était si facile de douter de soi-même à cet âge, si facile de se sentir rejeté. Mais dans ses yeux, il n'y avait pas de pitié, mais du respect. Cet après-midi-là, pendant que Lucia allait en cours, j'ai décidé d'aller me promener dans le parc où j'emmenais Mariana quand elle était petite. L'air frais et les cris des enfants qui jouaient m'ont rappelé des souvenirs doux et amers. Tout était pareil, les balançoires rouillés, les bancs peints en vert, les écureuils courant entre les buissons. Mais je n'étais plus la même. Je me suis assise sur le même banc où je m'étais réfugiée la nuit, où ils m'ont chassée de la maison. Seulement 2 semaines s'étaient écoulées, mais j'avais l'impression d'avoir vieilli de 10 ans, ou peut-être d'être renée. Une femme s'est assise à côté de moi. Elle portait une robe à fleurs et avait les cheveux relevés en une tresse. Elle m'a souri timidement. « Excusez-moi. N'êtes-vous pas Amalia Herrera ?» Je l'ai regardée, confuse. « Oui. Est-ce que nous nous connaissons ? Je suis Véronica Sosa. Nous travaillions ensemble à l'usine de conserve, il y a de nombreuses années. Je me souviens parfaitement de vous. » Elle venait toujours travailler à l'heure, même après son deuil. Les souvenirs m'ont frappé avec douceur. Le rythme des machines, l'odeur du carton, les déjeuners partagés sur le toit. Ces années où chaque journée était une bataille, mais aussi une promesse. Bien sûr que je me souviens de vous. Tu étais affectée à la section d'étiquetage. C'est exact. Et je vous ai toujours admirée, Amalia. Vous étiez un exemple pour nous toutes. Vous ne vous plaignez jamais. Vous aviez toujours une parole aimable. Et tout pour faire avancer cette petite fille si souriante. Véronica a hésité une seconde. Comment va Mariana ? Je n'ai pas voulu lui mentir. Elle m'a chassée de chez moi. Après que je la lui ai cédé légalement. Le visage de Véronica s'est crispé avec un mélange de surprise et d'indignation. Ce n'est pas possible. Après tout ce que vous avez fait pour elle ? C'est ainsi la vie, parfois. Non.
Ce ne devrait jamais être ainsi, dit-elle avec une rage contenue. Vous avez été une mère exemplaire. Si Mariana n'a pas su le voir, ce n'est pas votre faute. Nous avons longuement conversé. Elle m'a raconté des compagnes qui vendaient maintenant au marché, d'autres qui avaient déménagé à l'étranger, combien le quartier avait changé. Quand elle m'a dit au revoir, elle m'a embrassée avec force. Ne laissez personne vous rabaisser, Amalia. Vous êtes toujours la femme forte que j'ai connue à l'usine. Je suis retournée à l'appartement en me sentant différente. La rencontre avec Véronica m'a rappelé qui j'étais. Avant Mariana, avant le dénuement, avant le silence. J'étais quelqu'un qui avait vaincu la pauvreté, le deuil, les journées de 12 heures. J'étais une femme à part entière. Lucia est arrivée ce soir-là, émue. Grand-mère. J'ai parlé avec le professeur de droit civil. Il m'a dit qu'il y a des cas comme le tien qui ont été gagnés devant les tribunaux. L'important est de démontrer le schéma de maltraitance. Pendant que nous dînions, elle m'expliquait tout ce qu'elle avait appris. Son enthousiasme était contagieux. Je me suis sentie partie prenante d'une cause, pas seulement une victime. Lucia, Dis-je soudain. Si cela devient très cher, si cela finit par affecter tes études. Je veux qu'on laisse tomber. Je ne veux pas que tu gâches ton avenir à cause de moi. Elle a posé ses couverts et m'a regardé dans les yeux. Grand-mère, ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour toutes les femmes âgées qui souffrent de la même chose. C'est pour la justice. Pour démontrer qu'on ne peut pas piétiner ainsi celle qui t'a donné la vie. Je n'ai pas su quoi dire. J'ai seulement acquiescé, ému. Parce que ma petite fille ne faisait pas que me défendre. J'essayais de défendre un principe. La dignité de tant d'autres oubliés. Cette nuit-là, j'ai écrit comme je ne l'avais pas fait depuis des années. J'ai écrit sur la femme qui se levait à 5 heures pour cuisiner, repasser et aller au travail. Sur les fois où j'ai cousu à la main les uniformes scolaires de Mariana. Sur la fierté que j'ai ressentie quand elle a obtenu son diplôme. Et j'ai terminé la page avec une phrase qui a jailli du plus profond de mon âme. Je suis Amalia Herrera. J'ai 69 ans. Et je vaux beaucoup plus que le mépris de ma nièce. et Ces mots sont restés gravés en moi comme un mantra. Ils étaient mon bouclier contre la culpabilité, ma réponse à l'abandon. Cette nuit-là, Lucia a lu le cahier par-dessus mon épaule pendant que j'écrivais. Grand-mère, ce que tu as écrit est magnifique, a-t-elle dit à voix basse. Devrais-tu l'envoyer à maman? J'ai nié de la tête. Je ne l'ai pas écrit pour elle. Je l'ai écrit pour moi. Pour ne pas oublier qui je suis quand tout semble perdu. Lucia m'a embrassée. Sa tendresse était un baume. Dans son affection, j'ai trouvé ce que Mariana m'avait nié, validation, consolation, respect. Le lundi suivant, le jour s'est levé avec une douce bruine. Je me suis levée avant Lucia et j'ai préparé du café en repassant mentalement tout ce que nous devions faire. Ce jour-là, nous commencerions officiellement la procédure légale contre Mariana. Je me suis habillée avec le tailleur bleu que j'avais gardé pour les occasions spéciales. Je l'avais acheté des années auparavant, quand Lucia a terminé ses études secondaires. Je voulais me sentir digne, entire. Comme la femme que j'avais été avant que ma propre nièce ne me traite comme un déchet. Nous avons déjeuné en silence. Nous savions toutes deux ce qui se jouait ce jour-là. Quoi qu'il arrive, je veux que tu saches que je suis fière de toi, m'a dit Lucia en sortant. Au tribunal, Elias Navarro nous attendait avec un dossier sous le bras. Aujourd'hui, nous présentons la requête. Mariana recevra une notification officielle et devra répondre dans un délai de 15 jours, a-t-il expliqué. Le bâtiment était imposant, avec des murs froids et de larges couloirs. Je me sentais petite dans cet endroit, mais Lucia me tenait fermement par le bras. Je n'étais pas seule. Dans le bureau du secrétaire judiciaire, Elias a remis les documents. Le fonctionnaire les a examinés avec un geste routinier. Pour lui, ce n'était qu'un dossier de plus. Pour moi, c'était le début de la récupération de ma vie. Tout est en ordre. La partie défenderesse sera notifiée, a-t-il dit en apposant le cachet officiel. En sortant, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de peur. Nous avions fait le premier pas. Mais le chemin ne faisait que commencer. Cet après-midi, nous avons rendu visite à Clara pour qu'elle signe sa déclaration en tant que témoin. Elle nous a reçus avec des biscuits fraîchement cuits et sa chaleur habituelle. Amalia, j'ai réfléchi à ce que tu m'as raconté, a-t-elle dit en prenant le stylo. Il y a des choses qui, sur le moment, ne m'ont pas semblé aussi graves, mais maintenant je comprends leur importance. J'ai vu plusieurs fois comment Mariana vérifiait ta correspondance sans permission. Comment elle contrôlait tes dépenses. Comment elle te grondait d'acheter un pull. Et comment elle t'éloignait de tes amitiés, en disant que ce n'était plus de bonne fréquentation.
Elias acquiesçait en prenant des notes. Cela configure un schéma de maltraitance psychologique. Nous sommes sur la bonne voie. J'ai frémi. Savoir que Mariana avait tout préparé depuis si longtemps était plus douloureux que la trahison elle-même. Ce n'était pas une impulsion. C'était une stratégie. Au crépuscule, nous sommes rentrés à l'appartement. Lucia devait étudier pour un examen important, et j'avais besoin d'espace pour réfléchir. Je me suis assise sur le canapé, j'ai ouvert mon cahier, mais les mots ne venaient pas. J'étais saturée. À 10 heures du soir, le téléphone a sonné. Lucia a répondu et son visage a changé aussitôt. C'est « Maman », a-t-elle chuchoté, en cachant le combiné. Mon cœur s'est mis à battre fort. C'était la première fois que Mariana communiquait depuis qu'elle m'avait larguée. Lucia m'a tendu le téléphone. Je l'ai pris avec des mains froides. « Allô ?» Maman, a dit Mariana d'une voix sèche. J'ai reçu un avis du tribunal. Tu me poursuis en justice ? Elle n'a pas demandé comment j'allais. Ni où je vivais. Seule la demande lui importait. Oui, Mariana. Je me bats pour récupérer ce qui m'appartient. Elle a ri amèrement. Cette maison est à moi. Tu me l'as offerte. Tu l'as fait parce que tu savais que c'était la chose à faire. Je te l'ai cédée parce que tu m'as promis que je continuerais d'y vivre. Parce que tu as dit que c'était un simple papier. Tu m'as menti. Je n'ai pas à tenir des promesses avec quelqu'un qui a essayé de contrôler ma vie par des chantages émotionnels, a-t-elle lancé froidement. Son ton ne m'a pas brisé. Plus maintenant. Cette fois, je n'ai pas ressenti de tristesse, mais une rage contenue. Je ne t'ai jamais fait de chantage. Je t'ai aimé. Je t'ai soigné. Je t'ai offert tout ce que j'avais sans rien demander en retour. Et tu m'as asphyxié avec ton amour. Tu ne m'as jamais laissé vivre ma vie. J'ai toujours dû être la fille parfaite pour justifier tes sacrifices. Ces paroles étaient dures, mais pour la première fois, j'ai compris une partie de son ressentiment. Mariana avait vu mon amour comme un fardeau. Mes efforts, comme une dette imposée. Si tu te sentais étouffée, tu aurais pu le dire. Nous aurions pu en parler. Mais au lieu de cela, tu m'as rejetée. Tu m'as volé. Tu as toujours été forte pour les discours, répondit-il avec sarcasme. Que ta demande aboutisse. Et il raccrocha. Je suis restée silencieuse, le téléphone encore dans la main. Lucia, furieuse, le lui reprit. Je n'arrive pas à croire ce que je viens d'entendre. S'exclama-t-elle. Comment peut-elle justifier tout cela avec ce rôle de victime? Ne l'écoute pas, grand-maman, dit-elle. Elle essaie d'excuser l'inexcusable. Je me suis assise, le cahier sur les genoux. Et cette fois, j'ai écrit calmement. Peut-être ai-je été une mère imparfaite. Peut-être mes sacrifices ont-ils été perçus comme des chaînes. Mais je n'ai jamais mérité une telle cruauté. Lucia me lut par-dessus l'épaule. Tu n'as pas été une mère imparfaite, grand-maman. Tu as été humaine. Et tu as fait de ton mieux. Cette nuit-là, j'ai dormi avec le cœur partagé, entre la douleur de comprendre et la détermination de continuer à me battre. Les mois suivants furent une tempête de démarches, d'audiences et de nuits sans sommeil. Mariana a engagé un avocat de ceux qui semblent aimer piétiner la dignité d'autrui. Sa stratégie fut claire dès le premier instant, me dépeindre comme une mère dominante, une femme manipulatrice qui avait fait de sa fille une prisonnière émotionnelle. Chaque session au tribunal était un vrai champ de bataille. Je m'asseyais sur le banc, les mains entrelacées, tandis que j'écoutais disséquer ma vie, mes décisions, mon histoire. Ils essayaient de convertir mes soins en contrôle, mes sacrifices en chantage affectif. Mais quelque chose en moi avait déjà changé. Je n'étais plus la femme brisée qui est sortie en pleurant cet après-midi-là avec un sac et le cœur en morceaux. Je me defendais. D'une voix ferme, je racontais ma version, sans fioriture, mais sans peur. Je disais la vérité, que j'avais aimé Mariana, que je m'étais trompée, oui, mais que je ne l'avais jamais forcée à rien. Que tout ce que j'ai fait, c'était par amour. Un amour qui semblait maintenant s'être transformé en son excuse pour me détruire. Lucia était à mes côtés à chaque audience. Elle me tenait la main quand je sentais que j'allais me briser. Parfois, d'un simple regard, elle me redonnait de la force. Nous n'étions pas seuls. Clara Baeza ne fut pas la seule voisine à témoigner. Don Ernesto, avec sa canne et sa voix tremblante, a parlé des fois où il m'avait vu pleurer seule dans le jardin. Donia Silvia a raconté comment Mariana me criait dessus pour des détails absurdes. Même Véronica, mon ancienne collègue d'usine, s'est présentée. Tous leurs témoignages ont brossé un portrait douloureux mais nécessaire. Celui d'une femme qui avait été isolée, dépréciée et finalement expulsée de son propre foyer. Le moment le plus dur est arrivé quand Mariana est montée à la barre.
Impeccable, vêtue d'un tailleur gris qui la faisait paraître sûre, professionnelle, convaincante. Elle a parlé d'une voix calme. Elle a affirmé qu'elle avait grandi sous l'ombre d'une mère soi-disant trop exigeante. Qu'elle ne pouvait prendre aucune décision sans se sentir coupable. Quand elle a divorcé, j'avais fait qu'elle se sente comme un échec. Ma tante faisait de moi son projet personnel, dit-elle. Elle ne m'a jamais vue comme une adulte, mais comme une enfant éternelle qui devait la récompenser pour tout ce qu'elle avait fait pour moi. Ces paroles ont blessé, non pas parce qu'elles étaient complètement fausses, mais parce qu'elles déformaient la vérité. Il était vrai que parfois j'avais du mal à lâcher prise. Que je m'inquiétais trop. Que peut-être j'interférais où je ne devais pas. Mais il était aussi vrai que je n'ai jamais voulu autre chose que de la voir heureuse. Quand ce fut mon tour de parler, je me suis levée. Mes jambes tremblaient, mais pas ma voix. Oui, j'ai été une mère de substitution protectrice, dis-je en regardant le juge. Probablement ai-je fait des erreurs. Mais je l'ai fait seule, sans aide, avec 2 emplois, sans temps ni propre vie. Je ne lui ai jamais rien demandé. Seulement de l'amour et du respect. Et au lieu de cela, elle m'a tout enlevé et m'a laissée à la rue. Comme si je n'avais jamais été quelqu'un dans sa vie. Je suis restée silencieuse un instant. Le silence dans la salle était pesant. Elle aurait pu me dire qu'elle avait besoin d'espace. Elle aurait pu me demander de prendre de la distance. Mais au lieu de parler, elle m'a effacée de son histoire. Ce n'est pas de l'indépendance. C'est de la cruauté. Mariana ne m'a pas regardée durant tout mon témoignage. Après cette audience, le juge a pris 3 semaines pour délibérer. Ce furent les 3 semaines les plus longues de ma vie. Pendant ce temps, Lucia et moi avons essayé de maintenir une routine. Elle étudiait, j'écrivais. Je m'accrochais aux petites habitudes. Au matin tranquille avec café et silence. Aux courtes promenades dans le parc. Le jour du verdict, je me suis habillée comme si j'allais à une cérémonie. Avec ma robe bleue repassée et les cheveux relevés. Au tribunal, Elias Navarro nous attendait avec un visage neutre. Il n'a pas voulu donner d'indice. Le juge a commencé à lire sa décision d'un ton monotone. Il a dit qu'il avait été prouvé un schéma soutenu de maltraitance psychologique. Que le transfert de la propriété a été réalisé dans un contexte émotionnel déséquilibré, mais que, étant un contrat signé de manière légale, il ne pouvait pas être complètement annulé. Par conséquent, continua le juge, le transfert du logement est déclaré valide, mais la partie défenderesse est obligée de verser une compensation économique équivalente à 50% de la valeur actuelle de l'immeuble, en plus d'assumer tous les frais légaux. Lucia m'a regardée avec des larmes dans les yeux. Ce n'était pas une victoire totale. Mais ce n'était pas non plus une défaite. J'aurais l'argent suffisant pour acheter un petit appartement et vivre dignement. Cela ne me rendait pas le passé. Mais cela me donnait un futur. Mariana est sortie du tribunal sans même me regarder. Son avocat s'est approché d'une autre pour discuter des détails du paiement. Elias acquiesca en silence. Tout était dit. Lucia m'a embrassé fort dans les escaliers de l'édifice. Tu l'as fait, grand-mère. Tu lui as démontré qu'il ne pouvait pas t'écraser. 3 mois après, j'ai déménagé dans un 2 pièces dans un quartier tranquille. J'avais une petite cuisine, un salon lumineux, et une terrasse où j'ai commencé à cultiver des plantes. Tomates, basilic, geraniums. La vie revenait, peu à peu. Lucia venait chaque week-end. Nous cuisinions ensemble, nous parlions de ses cours, de ses projets, de son monde. Nous ne parlions plus de Mariana, sauf si Lucia abordait le sujet. Je ne demandais rien. Je n'insistais pas. J'avais appris à respecter le silence. Un jour, Lucia est arrivée avec une nouvelle inattendue. « Maman veut te voir », m'a-t-elle dit. Elle dit qu'elle veut te demander pardon. Je l'ai regardée sans rien dire. « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» lui ai-je demandé. « Je crois que tu devrais l'écouter. Mais seulement si tu le veux. Tu n'es obligé à rien. » J'ai acquiescé. Je ne savais pas ce que je ressentais. Il n'y avait pas de haine, mais pas non plus de hâte. J'ai accepté de rencontrer Mariana dans un café du centre-ville. C'était un lieu neutre, sans souvenirs ancrés dans les murs. Quand je suis arrivée, elle était déjà là. Elle s'était arrangée, mais son visage était plus émacié. Elle avait des cernes, et les épaules courbées comme quelqu'un qui a chargé plus qu'il ne peut. « Maman », a-t-elle dit quand je me suis assise face à elle. « Merci d'être venue. Que veux-tu, Mariana ?» Elle a soupiré profondément. « Je veux te demander pardon. Je sais que ce que j'ai fait a été cruel. Et je le regrette. Vraiment. » Je n'ai rien dit. Je l'écoutais, mais mon cœur ne battait plus en entendant sa voix. « Je n'espère pas que tu me pardonnes tout de suite. Mais, j'ai suivi une thérapie. Et j'ai compris certaines choses. J'avais de la rage à cause de la mort de papa.
de me sentir seule, de ne pas pouvoir être à la hauteur. Et tu étais là, toujours forte, toujours en prenant soin de moi. Et moi, je n'ai pas su te remercier. Pourquoi maintenant? Lui ai-je demandé. Parce que Lucia ne me parle plus depuis des mois. Parce que je me suis rendu compte que j'ai perdu les 2 femmes les plus importantes de ma vie à cause de mon égoïsme. Elle est restée silencieuse. Moi aussi. Il y avait tant de choses à dire. Et en même temps, plus rien à ajouter. J'apprécie que tu sois là, lui ai-je dit enfin. Mais cela ne se règle pas en un après-midi. Elle a acquiescé, les larmes contenues. Je sais. Je suis disposée à faire ce qu'il faut. À attendre. Nous nous sommes dit au revoir avec une accolade maladroite, mais sincère. Ce n'était pas une réconciliation. C'était un premier pas. Cette nuit-là, en retournant à mon appartement, j'ai écrit dans mon cahier. Parce qu'en fin de compte, ce n'est ni la maison ni l'argent qui te définit. C'est la capacité de se relever. Encore et encore. Cette nuit-là, tandis que le thé fumait dans ma tasse préférée et que l'air de la terrasse apportait l'arôme des géraniums fraîchement arrosés, j'ai senti quelque chose que je ne reconnaissais plus depuis longtemps, la paix. Lucia est arrivée peu après avec une boîte de pizza et 2 films sous le bras. Soirée canapé et comédie? A-t-elle demandé avec un sourire. Bien sûr, mon amour. Cette maison se remplit de joie quand tu es là. Nous nous sommes assis sur mon nouveau canapé, plus petit que le précédent, mais aussi plus le nôtre. Pendant que nous mangions et rions des scènes absurdes du film, j'ai pensé au chemin parcouru depuis cet après-midi où j'ai été renvoyée sans ménagement. Je n'étais plus la même femme qui marchait dans le parc en se sentant invisible. Maintenant, j'avais un endroit à moi, bien que modeste. J'avais de la dignité, bien que blessée. J'avais de l'amour, bien que dans une seule direction. Et cela suffisait. Lucia a interrompu le film pour me raconter quelque chose qu'elle gardait. Grand-mère, j'écris un essai pour mon cours d'éthique. C'est sur la justice restauratrice. Et je raconte ton histoire. Eh bien, notre histoire. Notre? Oui. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de ce qui t'est arrivé, mais de la façon dont nous l'avons affronté ensemble. Comment tu as transformé la douleur en dignité. J'ai senti un nœud dans la gorge. Tu es sûr? Cela ne te dérange pas que tes camarades le lisent? Lucia a secoué la tête. Si une seule personne comprend que les personnes âgées méritent le respect, cela en aura valu la peine. Et tu es mon exemple. Je suis restée silencieuse. Les larmes me piquaient les yeux, mais cette fois, elles n'étaient pas de tristesse. Le lendemain matin, je me suis levée tôt. Comme d'habitude, j'ai écrit dans mon cahier. Ce n'était plus un journal de lamentation. C'était un journal de ma reconstruction. Cette entrée disait: tout le monde ne te rend pas ce que tu donnes. Mais il y a ceux qui multiplient le peu qu'ils reçoivent. Lucia est cela pour moi. Cette semaine-là, je me suis consacrée à redécorer l'appartement. Avec ce que j'avais pu économiser de la compensation, j'ai acheté une petite table à manger, j'ai changé les rideaux et j'ai peint la porte d'entrée en bleu ciel. Je voulais que l'espace reflète ma renaissance. Un après-midi, alors que je plaçais des photographies sur l'étagère, Lucia est arrivée avec un sac. « Je t'ai apporté quelque chose, » dit-elle. C'était un cadre photo en bois clair. À l'intérieur, il y avait une photo de nous, elle enfant, montée sur mes épaules pendant une promenade à la campagne. Je riais, et elle avait les bras étendus comme si elle volait. « Je me suis toujours sentie en sécurité avec toi », m'a-t-elle dit à voix basse. Cette image résume tout. Je l'ai placée au centre de l'étagère, juste entre mes plantes et mon cahier de notes. C'était le symbole parfait de ce nouveau chapitre. Quelques jours après, j'ai reçu une lettre inattendue. Elle venait de Mariana. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. Je ne savais pas à quoi m'attendre. À l'intérieur, un papier écrit avec son écriture encore reconnaissable. Maman, je sais que les mots ne suffisent pas. Mais je veux que tu saches que je suis toujours en thérapie. Que chaque jour je me confronte à la version de moi qui t'a blessée. Je ne veux pas effacer ce qui s'est passé, mais bien construire quelque chose de nouveau, si tu me le permets. Je suis là. Pas avec des exigences, mais avec de la bonne volonté. Mariana. J'ai relu la lettre plusieurs fois. Je n'ai pas ressenti de colère. Ni de tendresse immediate. Ce que j'ai ressenti, c'était de l'espace. Un espace entre elle et moi qui ne faisait déjà plus aussi mal. J'ai pris quelques jours pour décider quoi faire. Finalement, j'ai répondu avec une lettre brève. Mariana, je t'écoute. Mais j'ai besoin de temps. Guérir prend plus que demander pardon. Je ne suis pas fermée. Je suis seulement en train d'apprendre à me faire passer en premier. Amalia.
Lucia m'a embrassée quand je lui ai raconté. Ce « je ne suis pas fermée » en dit beaucoup plus que n'importe quel discours. La vie a suivi son cours. J'ai repris des activités que j'avais laissées il y a des années. Je me suis inscrite à un atelier d'écriture créative au centre culturel du quartier. Nous étions toutes des femmes d'âge mûr. Chacune avec sa propre histoire de perte, d'amour et de réinvention. Là, j'ai découvert que ma voix avait encore de la force. Que les mots pouvaient être un refuge. Un jour, à la fin du cours, la coordinatrice m'a dit « Amalia, aimerais-tu lire un de tes textes lors de la représentation de fin de mois ?» J'ai accepté avec des nerfs, mais aussi de l'émotion. Lucia était là le jour de l'événement. Il m'a pris des photos, a applaudi avec enthousiasme et m'a embrassée comme si j'étais la star de la soirée. J'ai lu un extrait d'un de mes textes devant une salle modeste mais chaleureuse. Il n'y a pas d'âge pour recommencer. Il n'y a pas de trahison qui te condamne si tu décides de te sauver encore. Il n'y a pas de maison qui vaille plus que l'amour-propre. Et il n'y a pas de fille qui te définisse quand tu as déjà appris à être ta propre mère. En descendant de scène, les applaudissements ne m'ont pas fait me sentir célèbre. Ils m'ont fait me sentir libre. Et après cet événement, beaucoup de femmes se sont approchées de moi. Certaines m'ont serré la main en silence, d'autres m'ont raconté brièvement leurs histoires. Des femmes qui avaient été invisibles, elles aussi. Des mères qui avaient été réduites au silence. Des grands-mères auxquelles on avait demandé de disparaître en silence. Ce jour-là, j'ai compris que je n'étais pas un cas isolé. Je faisais partie d'une communauté de femmes qui résistaient. Qui avaient été dépouillées, oui, mais pas détruites. Lucia et moi sommes rentrées sous un ciel rosé de coucher de soleil. « Grand-mère, dit-elle, je ne peux pas te dire toute la fierté que je ressens pour toi. Moi non plus je ne peux pas te dire combien je t'en suis reconnaissante, ma fille. » En arrivant à l'appartement, nous avons allumé les lumières et préparé un dîner simple, soupe de lentilles, pain grillé et une tisane de camomille. Pendant que nous mangions, Lucia a regardé autour. « Tout cela, tu l'as construit toi-même, tu le sais ? Avec tes propres mains. » Encore une fois. J'ai regardé mon petit foyer. Les plantes qui fleurissaient sur la terrasse. Les livres empilés sur la table. Les tasses que j'avais choisies avec soin. L'étagère avec des photos que je voulais conserver. Et j'ai ressenti une douce certitude. C'était ma maison. Pas parce que la loi le disait. Mais parce qu'il y avait de l'amour ici. Un samedi matin, plusieurs semaines après, Mariana a recommencé à m'écrire. Cette fois, ce n'était pas une lettre formelle, mais une note écrite d'une main tremblante. « Maman, aujourd'hui, j'ai rêvé de papa. Je me suis réveillée en pleurant. J'ai pensé à toi. À ce que tu as été pour moi quand il est parti. Il n'y a pas d'excuse qui puisse effacer ce que j'ai fait, mais si jamais tu sens que nous pouvons recommencer à parler, même si ce n'est que 10 minutes, je serai là. » Monsieur Lucia a lu la note à côté de moi. Elle n'a rien dit. Elle m'a juste regardé, attendant. Je l'ai laissée sur la table sans répondre tout de suite. Je ne ressentais aucune urgence. Le pardon, s'il arrivait, devait venir du calme, et non de la pression. Une semaine après, j'ai décidé de l'inviter à marcher au parc. Le même parc où je me suis assise, seule, quand ils m'ont chassée. Mariana a accepté. Nous nous sommes vus un dimanche matin tôt. Elle était sans maquillage. Avec des vêtements simples. Elle a baissé le regard en me voyant, mais elle m'a embrassée, sans un mot. Nous avons marché en silence au début. Puis, elle a parlé. « J'ai beaucoup perdu, maman. Et je ne sais pas s'il me reste encore quelque chose à récupérer. Parfois, tout perdre est la seule façon de bien commencer, » lui ai-je répondu. Nous nous sommes assises sur le banc où j'ai vu tant de fois Lucia jouer enfant. Mariana m'a raconté son processus de thérapie, combien il a été difficile d'admettre sa rage, sa rancune mal placée. Elle a pleuré. Elle m'a demandé pardon. Et je l'ai écoutée. Je ne lui ai pas dit que tout irait bien. Parce que ce n'était pas le cas. Mais je lui ai dit qu'un jour, nous pourrions prendre un café sans parler de blessures. Seulement comme deux femmes qui ont traversé beaucoup d'épreuves. Ce jour n'est pas pour aujourd'hui, lui ai-je dit. Mais peut-être arrivera-t-il. Elle a acquiescé. Nous n'avons plus parlé. Nous nous sommes dit au revoir avec une étreinte plus forte que la précédente. Et je suis rentrée à la maison le cœur tranquille. Cette nuit-là, pendant que Lucia lisait sur le canapé, je me suis assise devant mon cahier et j'ai écrit la dernière entrée de cette étape. L'amour ne s'implore pas. Il s'edonne. Il s'essoigne. Il s'honore. Et s'il ne revient pas, ce n'est pas de ta faute. J'ai laissé aller le désir que Mariana redevienne mon enfant. Aujourd'hui, j'embrasse la femme que je suis devenue après avoir tout perdu. Et je lui dis, merci de ne pas abandonner.
À mes 70 ans, j'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour se relever. Que l'on peut avoir une seconde chance, même si elle arrive avec des cicatrices. Que la dignité ne se réclame pas, elle se reconstruit. Et que parfois, la famille n'est pas celle du sang, mais celle qui te soutient quand tu n'as plus de force. Lucia est entrée dans la cuisine et a servi 2 tasses de thé. « Tu as écrit quelque chose » a-t-elle demandé avec un sourire. « Oui. Mais cette fois, ce n'est pas pour me défouler. C'est pour me rappeler qui je suis. » Nous avons trinqué avec nos tasses de porcelaine. « Pourquoi est-ce qu'on trinque » a-t-elle demandé. « Pour les nouveaux commencements. Même ceux qui arrivent tard. » Nous nous sommes assis ensemble sur le canapé, regardant la ville par la fenêtre. La vie continuait. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie en faire partie.